Fawzia Zouari, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que ça fait pour une auteure née en Tunisie, qui vit à Paris depuis quelques années, mais qu'est-ce que ça fait de recevoir ce prix, symboliquement très évocateur, remis par un jury, je le rappelle, présidé par Le Clésio, et dans lequel on retrouve aussi des auteurs comme Ananda Devi, Lionel Trouillot ou Hubert Haddad. Qu'est-ce qu'on ressent? Il y en avait quelques-uns qui étaient là. Alors, je vous fais un peu l'ambiance. J'ai dû faire un petit discours. La littérature, c'est l'anti-discours par définition. Et il y avait des personnalités officielles et je ne m'y attendais pas. Donc, il y avait le ministre de la Culture du Cameroun. Il y avait Ségolène Royal qui m'a donné un prix sur l'écologie. Je me suis posé la question hier, est-ce que tu es vraiment dans l'écologie? Donc à partir d'aujourd'hui, je crois que je vais m'engager là-dedans. Voilà. Alors, et c'était la même, ben oui, parce que c'était la même question qui m'a été posée aussi, qu'est-ce que ça vous fait ce prix? Et en fait, j'avais réfléchi auparavant, je me disais, bon, je vais dire, bien sûr, je suis très contente, c'est toujours bien un prix. Mais en fait, j'ai été un peu gênée parce que je me disais, à partir du moment où on me donne le grand prix de la francophonie, je vais être obligée de ne plus faire de fautes en français. Et je me suis dit, c'est comme si on vous donnait la clé d'une maison et on vous dit, fais attention, ne touche pas aux meubles, laisse les choses telles qu'elles sont. Et moi, je n'ai qu'une envie, c'est de faire ce que je veux dans la langue française, en partant de l'hypothèse et du principe même que je suis libre dans cette langue. Donc, j'ai envie d'écrire le français comme je l'entends, comme si c'était ma propre maison, avec un rythme assez lyrique, très arabe, une tonalité. Moi, j'ai commencé, je n'ai pas commencé en français, j'ai commencé dans la langue coranique, à apprendre le Coran, donc c'est à l'âge de 5-6 ans, et c'est resté dans ma tête. Et donc, j'écris le français avec cette partition, cet arrière-fond de musique coranique à laquelle je tiens. Donc mon éditeur me dit toujours, mais c'est lyrique, il y a trop de rimes. J'ai dit, oui, mais c'est ça, les arabes, c'est de la poésie. Ça sera toujours comme ça. J'ai envie d'infliger toujours une sorte de ponctuation qui paraît complètement bizarre à la langue française. Bref, voilà, j'ai envie d'être chez moi. Et donc, et pourquoi, en fait, c'est ça aussi la question. Ce sera mon prochain livre qui s'appellera Molière et Scheherazade. Pourquoi j'en suis venue à la langue française? Moi qui suis arabe, de langue arabe, dans ma famille, mon père était cheikh, c'est-à-dire qu'il avait à la fois le titre de religieux et en même temps qu'il connaissait très bien l'arabe. Ma mère n'a jamais été à l'école, ne sortait pas, voilà. Et je n'ai eu accès à la langue française que bien tard, après quelques années d'école primaire. Alors on me dit toujours, mais alors tu as écrit parce que tu as beaucoup lu. Tu as lu beaucoup de livres en français. Mais non, on n'avait pas de bibliothèque. J'ai lu quelques bandes dessinées. Et souvent, je dis qu'on écrit, non pas parce qu'on a lu beaucoup de livres, mais parce qu'on a lu 10 fois le même livre. Et moi, j'ai lu 10, 12 fois Madame Bovary. C'était le seul livre que j'avais. Et donc, que je relisais. Et c'est là où j'ai compris quand la littérature, quand elle fait le lien, elle a du génie quand elle est universelle, quand elle touche une petite fille de la campagne, du fin fond de la Tunisie, sur la frontière algérienne, avec une Emma qui est au fin fond de la campagne française. Je me suis dit, c'est ça. Et quand j'ai écrit ce livre, je me suis dit, cette mère-là, mais personne ne va s'y reconnaître. Qui va se reconnaître dans une femme qui ne sortait pratiquement jamais, qui était habillée comme elle était, qui ne connaissait aucune autre langue que la sienne, et qui ne croyait qu'au fée, qu'au djinn, et qui ne parlait qu'au marabout. Et j'étais désespérée. Je me suis dit, je ne vais pas croiser ni le lecteur occidental, français surtout, ni les lecteurs jeunes de mon pays. Et la première fois où je vais parler de ce livre dans une émission qui s'appelle « Dans quelle étagère ?», Monique Atlan me dit « Oh, mais c'est comme ma mère !» Ça commençait comme ça. Après, je passe, il y avait une maquilleuse corse qui me dit « Mais moi non plus, je ne voyais pas ma mère nue. » Et c'est là où j'ai dit « Voilà, donc ma mère, elle est en compagnie, en bonne compagnie. » Il faut m'arrêter. Hein, parce que oui, non, mais donc, on peut vraiment dire que ce prix couronne une forme
d'universalité? Est-ce que vous l'avez pris comme ça de votre livre? Je ne sais pas s'il couronne. En tout cas, il me conforte dans l'idée que je n'ai pas choisi cette langue, qu'elle m'a choisi. Que c'est comme les romans, ça vous tombe dessus. Moi, je pense que la langue française, elle était là déjà, quelque part. Et je ne crois pas au hasard. Je pense que j'ai mis des années pour savoir et pour dire un jour, voilà, je n'ai pas quitté mon pays, ni pour épouser un Français, comme c'est le cas, ni pour avoir des enfants, ni pour quelque chose à faire en France. Je suis partie pour elle. Et elle, c'est la langue française. Je pense qu'il y a quelque chose d'avant les langues. Et à partir de ça, d'ailleurs, dans le livre que j'écris, je redéfinis la langue maternelle. Je dis la langue maternelle n'est pas la langue dans laquelle nous sommes nés. La preuve, moi, je ne considère pas que la langue arabe est une langue maternelle. Je considère que c'est une langue paternelle. Dans la mesure, c'est une langue dans laquelle les hommes définissent l'univers des femmes, le discours des femmes, l'être au monde des femmes. Donc, tout est fait par cette langue-là, y compris en commençant par la langue du Coran, qui est la langue sacrée pour les musulmans que nous sommes. Donc, tout est fait par l'homme. Et les femmes ne parlaient pas. Et les femmes avaient leurs secrets. Et quand elles avaient à parler, elles allaient dans les cimetières et elles parlaient aux morts. Donc, ce n'est pas leur langue. Et j'ai compris que la langue maternelle est celle qui réussit à dire nos mères sans les trahir. Et donc pour moi, je dis, voilà, c'est ma langue maternelle, je ne suis pas dedans, mais c'est ma langue maternelle. On va en reparler tout de suite. Je disais tout le temps, j'avais un autre public en même temps, et je regardais mes sœurs et je disais, mais vous savez, c'est un roman, ça veut dire, le roman, ça veut dire des mensonges. Je disais ça en arabe au fur et à mesure, et quand je passais au français, je disais autre chose. Mais en fait, il y a beaucoup, bien sûr, dans ce roman de ma mère, même si le lecteur ne le croit pas. C'est-à-dire que j'ai une mère, quand je dis ma mère est persuadée qu'elle est née à l'époque du prophète, donc il y a 14 siècles, parce qu'elle n'a pas de notion du temps, elle ne croit qu'aux êtres qui n'existent pas, les êtres irréels, les fées, les djinns et tout ça. Elle est faite avec d'une texture complètement différente de la nôtre, et sa perception du monde est une perception qu'avaient les femmes il y a 14 siècles. Donc les gens disent ce n'est pas possible. Ma mère, à 92 ans, elle est tombée amoureuse. C'est comme ça. Les gens disent oui, c'est du réalisme magique. J'ai compris qu'on utilisait ça pour Garcia Marquez. Et par hasard, je l'ai écouté un jour sur Arte, il disait oui, mais vous savez, moi je raconte les choses comme ma grand-mère me les racontait. Et moi je raconte les choses comme ma mère les percevait et comme elle pouvait les raconter aux bonnes, parce qu'elle ne nous racontait pas à nous, pour des raisons que vous lirez dans le livre. Elle a fait de ses héritières, ces bonnes à qui elle donnera son récit et toute sa vie. Et nous, on sera privés de ça parce qu'on l'exilera de son village, on la ramènera en ville et on fera en sorte qu'elle ne se retrouvera plus dans ce monde-là. Donc elle nous en voulait pour ça. Et elle a joué une sorte de faux Alzheimer, c'est-à-dire que quand on arrivait, elle faisait semblant qu'elle ne me reconnaissait pas, et quand on partait, elle disait « assez bonne, mais bien sûr », voilà. Mais elle n'avait pas envie de nous parler. Donc il y a beaucoup de choses qui sont tout à fait réelles, et je ne peux pas le dire, parce que ce livre, et c'est pour ça, je pense que les gens ne s'y trompent pas, en tout cas du côté de la mentalité de la société arabo-musulmane. Effectivement, il y a une transgression terrible. Parce que d'abord, c'est la parole d'une femme, qui dit je, moi je, voilà. Et puis, elle parle de la mère, donc l'intimité par essence de nos sociétés, l'identité intime du monde arabe, c'est quand même la maman. Et le Coran met le paradis sous les pieds des mères. Et voilà une fille qui parle de sa mère, qui dit qu'elle est amoureuse et qui raconte même qu'elle dit des mots obscènes. C'est à partir du moment donc qu'il y a eu ce tournant aussi, parce que jusque-là, ce sont des écrivains, hommes, maghrébins, qui ont raconté la mère, Driss Schreibi et bien d'autres, avec ce culte pour les mères, et moi je viens et je taille dans le culte. Et ça, c'est pas bon. Donc voilà, je pense que c'est une parole qui transgresse aussi ce silence et qui fissure un peu certaines idoles. Voilà. Mais cela dit, on ne peut pas dire, parce que souvent quand on m'approche, quand on est
des journalistes français de souche. Alors avec moi, j'emploie les termes que, voilà, c'est comme ça. Donc, qui ne connaissent pas le monde arabo-musulman. Non, mais c'est comme ça. Et il me dit, mais cette mère-là, mais comment vous avez pu l'aimer? Je devais la détester. Et j'explique avec patience que je ne suis pas dans la logique de famille, je vous hais. Je suis dans une logique arabo-musulmane qui nous a appris que quel que soit le comportement de nos parents, on les aime toujours. Et donc c'est pour ça que tout ce que je peux dire autour d'elle, elle reste quand même le centre de tout. Début 2011, votre histoire personnelle, quelque part, vous a rattrapé et là, vous êtes passé à l'écriture. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui a favorisé finalement la possibilité d'écrire sur cette mère? Alors, comme vous le dites, bon, effectivement, la question était peut-être moins pourquoi et à quoi sert-il d'écrire que de est-ce que je vais pouvoir écrire. Je concevais là, que pour ce livre-là, pas pour les autres, je concevais l'écriture comme un péché, presque dans le sens chrétien du mot. J'avais beaucoup de culpabilité parce que je me disais, voilà, la littérature, je l'explique dans le prologue, elle va se saisir de ma mère, de la vie de ma mère, et elle va l'utiliser. Il y avait quelque chose de des charognards là-dedans, je le dis. Et je dis, non, il ne faut pas toucher à ça, c'est du sacré, laisse tomber, va chercher autre chose. Et j'ai continué comme ça, et j'ai écrit d'autres livres. Et quand il y a eu la révolution tunisienne en 2011, j'ai eu l'impression que voilà, le monde de ma mère allait se terminer définitivement, que la Tunisie allait tourner la page et qu'il fallait absolument que je la rattrape. Parce que c'est un autre pays qui s'en allait. Et alors, il y avait des éléments aussi qui m'encourageaient à ça, parce que j'ai vu aussi l'arrivée des islamistes, et j'ai vu dans mon village, je ne parle pas de politique, je parle sur le terrain, j'ai vu dans mon village les salafistes arriver et détruire le mausolée, notre mausolée de notre arrière-arrière-grand-père, auquel ma mère croyait. Parce qu'elle croyait donc dans les marabouts beaucoup plus qu'en nous-mêmes. Quand j'ai vu ça, parce que je ne sais pas si vous connaissez l'Afrique subsaharienne, comme le Maghreb, nous avons toujours eu cette tradition maraboutique. Il y a des mausolées partout, il y a le culte des saints. Ce qui est contraire à l'idéologie wahhabite saoudienne, pour qui c'est illicite, c'est péché, c'est haram que de faire ça. Donc ceux qui étaient salafistes et complètement inféodés à cette idéologie-là, ils ont commencé par détruire les mausolées. Et donc ils ont commencé aussi par le nôtre. Et j'ai d'ailleurs dit hier pendant le prix, parce qu'il y a un chèque, je leur remercie pour ça, qu'une partie allait à réhabiliter le mausolée qui a été détruit, mais je le fais surtout par pique qu'autre chose, parce que je leur disais, c'est le seul interlocuteur de ma mère, c'est pas possible, parce qu'elle lui parlait, elle se disputait avec lui toute sa vie passée, voilà. Et donc, voilà, c'était tout. Non, mais parce que, vous savez, j'ai écrit un livre qui s'appelle Pour en finir avec Sherazade, je n'arrête pas de raconter des histoires, donc c'est pour ça que je vous dis, vous pouvez m'arrêter. Ce bruit dehors, et au-dedans de moi, ce silence que creuse sa mort, cette main fébrile qui vide mes jours de leur substance pour les remplir de sa vie, dense et secrète. Dans une cache à double fond, j'ai entassé nos souvenirs à toutes les deux. J'ai sous la main les récits glanés sur elle, et je veux partager mon butin avec un lecteur. Seulement voilà. Chaque fois que je m'installe devant mon bureau, une torpeur bizarre, comme un demi-sommeil, m'engourdit l'esprit, et ma mémoire se fait cambrioler. Je me lève, me dirige vers la fenêtre, et me laisse distraire par le spectacle de la rue. Soudain, son corps étendu sur une civière passe juste en dessous de chez moi, et je vois les mots fondre sur lui comme des charognards. Je recule, effrayée. Je teste mes capacités d'écriture sur d'autres destins et les phrases reviennent. Force est de constater qu'il m'est plus aisé d'aller sur des sentiers inconnus que d'emprunter le chemin qui mène vers ma mère. Et je finis par m'en faire une raison, plusieurs même. J'invoque la crainte de son jugement posthume, sa détestation de mon métier d'écrivain, l'enseignement de sa religion interdisant de lever le voile sur l'intime, celui des femmes surtout. Et puis, qui pourrait reconnaître, ça je vous l'ai dit, sa mère dans les traits de la mienne? Les mamans d'aujourd'hui sont bavardes, volubiles, branchées sur Internet.
la mienne, ne parlait qu'au vent quand il se lève et à l'oiseau qui prie. Les mères modernes sont instruites, curieuses, aventurières, grandes voyageuses. La mienne n'a jamais vu la mer, ni mangé un poisson de sa vie. Et comment oser intenter un procès à celle qui m'a mise au monde, comme le font certains écrivains? Maman me battait quand j'étais petite, c'est vrai. Elle a failli me priver d'études et me vouer à la réclusion. Elle m'a greffé la culpabilité dans la peau pour être partie à l'étranger, alors que les femmes de mon pays ne traversaient pas la frontière. Et quand je touche mon corps, je le découvre encore cousu de ses peurs. Mais je ne peux pas lui en vouloir, comme s'il y avait une fatalité chez les Arabes à absoudre les mères. Bref, je me dis ceci, maman n'existe dans aucun livre, personne n'a vécu ce que j'ai vécu, personne ne porte comme moi l'essence de cet être pétri de toutes les époques, personne ne me lira, à quoi bon écrire sur elle? Parfois, je me demande si la difficulté ne vient pas d'un problème de langue. Peut-on vraiment mettre le français au service d'une bédouine tatouée qui n'a jamais frayé avec la tribu gauloise et restituer une rythmique de vie arabe sur une partition latine? Suis-je autorisée à raconter ma mère autrement que par ses propres mots, forcer son secret autrement que par le sésame du verbe coranique? Ne serait-ce pas exhiber 2 fois sa vie que de la donner à lire dans la langue des infidèles pour recourir à ses propres termes? Jamais la langue française ne pourrait dire ma mère, ni la faire chanter, ni essuyer ses larmes. Je n'écrirai pas. Vous voulez que je continue? Merci beaucoup. Vous n'écrirez pas, et pourtant vous l'avez fait. Vous l'avez fait en français, dans cette langue latine, cette langue des infidèles, comme disait votre mère. Vous y êtes parvenu sans la trahir. Pourquoi, comment, qu'est-ce qui vous a permis, avec le français, de parler d'elle, d'écrire sur elle? Et je vous ai dit, en fait, c'est ce dernier exercice de langue française qui m'a persuadée que cette langue-là était ma langue maternelle, parce qu'elle a respecté ma mère. J'entends souvent dire qu'on écrit parce qu'il y a un malaise avec les nôtres. Moi, je n'ai pas de malaise avec le monde arabo-musulman. Je parle de l'intérieur de ce monde. Donc, ce n'est pas ça. J'ai peut-être un petit malaise, j'ai un compte à régler avec la langue arabe. C'est différent, parce que c'est une langue sacrée. Je me dis, est-ce qu'on peut vraiment écrire dans cette langue-là? Mais je n'ai pas de malaise particulier. Certains disent c'est une sorte de décentrement. Et je trouve que non, ça m'a recentré dans la tribu. Qu'est-ce que vous voulez? Une langue qui vous remet chez vous, c'est votre langue. J'ai beaucoup cherché, en fait, pour dépasser l'idée même de langue maternelle. Alors, j'ai trouvé quelque chose, mais je ne sais pas si c'est la bonne chose. Un jour, je lisais, ça c'est ma casquette de journaliste qui ne sert pas à grand-chose, mais bon, de temps en temps j'ai des infos. J'ai lu qu'en Arabie Saoudite, il y avait une femme qui a accouché d'une petite fille, et que cette petite fille était déjà enceinte d'une petite fille. Ça s'appelle, oui, ça existe, ça s'appelle les jumeaux parasitiques. Voilà, il y a une chance sur je ne sais combien de millions, mais ça peut arriver. Et cette métaphore-là, parce que la littérature est d'abord une métaphore, c'est une métaphore de tout. Je dis c'est ça, c'est-à-dire qu'on peut naître enceinte de quelque chose. Et donc j'ai trouvé cette idée c'est la langue utérine, c'est la langue qui existe dans l'autre langue. Voilà, pour moi c'est à peu près ça le français. Mais il faut que je le dise, il faut que je l'écrive, je ne peux pas en parler comme ça. Mais voilà, il y a quelque chose oui, qui s'est fait entre elle et moi voilà, depuis toujours. Depuis déjà. Oui. Elle était dans la... enfin, je dis c'est marrant parce que c'est la langue des infidèles pour ma mère, mais je raconte dans ce livre qu'il y avait 2 choses. Il y avait des fois, ma mère était là, donc elle était assise sur son fauteuil, et puis il y a les neveux et les nièces qui arrivent. Et alors, ils donnent les nouvelles du village. Et au village, il y a la crue, il y a les morts, Et alors, tout ça, on le disait en français, pour que ma mère ne comprenne pas. Et je dis, merci à la langue française, elle a évité le drame. Elle a fait en sorte de préserver. Et puis, je me rappelle très bien qu'une fois, on parlait en français. Et on a parlé de neige, parce que j'habite dans un village, c'est pratiquement une ville, la seule où il neige l'hiver en Tunisie, qui s'appelle Le Quai. On a parlé de choses et d'autres. Et ma mère, qui toujours comme une reine comme ça, et puis quand on a terminé, elle a dit,
elle a dit, dans son accent, bonne année. Parce que pour elle, ça a évoqué la neige. Peut-être Noël, peut-être c'est quand les Français étaient dans son village. Et je me dis, mais elle aussi, elle a quelques notions alors qu'elle n'a jamais été à l'école. Voilà. Donc là, je cherche un peu des chemins, des complicités qu'on ne... Mais voilà, il y a une sorte de miracle là-dedans, j'aime y croire. Il y a des miracles dans des rencontres avec des êtres humains, des miracles dans des espaces et des pays. Moi, c'est avec une langue. Voilà.